Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité en ce jour où nous nous souvenons du martyre de l'un des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba. Mais nous sommes ici parce que les exigences du moment les nécessitent et donc nous sommes aujourd'hui 17 janvier. Nous revenons devant vous avec la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, solidarité, affaires humanitaires, madame que vous connaissez bien, Eve Bazaïba, parce qu'elle revient fraîchement du Burundi et de la Tanzanie, où elle a été au chevet des compatriotes qui sont déplacés du fait justement des actions du père Rwanda et du fils M23, notamment à Uvira spécifiquement. La mission humanitaire qu'elle a conduite dans ces deux pays voisins venait ensuite à d'autres missions effectuées avant par notamment le ministre délégué chargé des Congolais de la diaspora, Crispin Badou, mais aussi d'autres initiatives qui ont été très vite prises par le président de la République pour s'assurer que le gouvernement apporte le soutien, mais aussi la contribution nécessaire pour nos populations qui sont déplacées du fait justement de ces conflits dans le Sud Kivu spécifiquement. Alors, Madame la ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Et merci de vous prêter à cet exercice samedi après-midi. Je sais que c'est une exigence malheureusement du travail dans ces contextes précis. Donc, vous revenez du Burundi et de la Tanzanie. Vous avez été au chevet de nos compatriotes qui sont déplacés pour une mission strictement humanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent ce soir de la réalité que vous avez trouvée, mais aussi de l'appui que le gouvernement congolais a apporté, notamment à travers le HCR dans la gestion des problèmes générés par les déplacements de nos compatriotes? Merci beaucoup, Excellence, de me donner cette opportunité-là. C'est toujours intéressant d'être utile à la nation, c'est mon devoir. Même les jours fériés, je les ferai. Je suis disponible et disposé à servir la nation. J'ai conduit donc une mission humanitaire au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement de la République, parce qu'autorisé par son Excellence Madame la Première ministre. J'étais accompagné de mon collègue ministre délégué à la francophonie au Congolais de l'étranger et les représentants du ministre des Droits humains. Et je dois aussi souligner que tout en étant au Burundi et en Tanzanie, la mission a été coordonnée à distance par son Excellence le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a dans ses attributions donc la gestion des réfugiés, c'est-à-dire nos compatriotes qui se sont déplacés, c'est vrai, mais en dehors des frontières nationales. Qu'est-ce que nous avons trouvé là-bas? Nous devons dire que c'est une tragédie humaine, c'est une désolation. Moi-même, je me sens révolté de voir les compatriotes souffrir ainsi parce qu'ils n'ont pas fui la République démocratique du Congo parce qu'il y a la misère, ils n'ont pas fui les pays parce qu'il y a des problèmes climatiques, mais ils ont fui les pays à cause des hostilités dont ils sont victimes, ces compatriotes, à cause de l'agression rwandaise et perpétrée par les supplétifs M23. Au Burundi, globalement, il y a environ 250 000 Congolais de toutes les vagues. 250 000 Congolais que le HCR et le gouvernement burundais, au nom du gouvernement que je félicite en passant pour la gestion de ces Congolais, l'accueil déjà, ouvrir les frontières pour accueillir les Congolais qui cherchent l'abri, l'asile. Les 250 000 sont parsemés dans environ 7 sites. Et le gros lot se trouve dans les sites de Bousouma, où vous avez 67 000 compatriotes, dont 30 000 enfants à peu près, et 2200 enfants, selon les statistiques que nous avons, non accompagnés, qui ne connaissent même pas d'où ils viennent, des petits enfants allant de 3 à 14 ans. Et la plupart, et d'autres quelque peu, à moins de 18 ans. Les populations sont dans une situation difficile,
comme vous le savez, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie, le monde entier sait que le grand donateur de l'humanitaire, de l'aide humanitaire, les États-Unis, ont revu leur politique en cette matière et du coup, beaucoup d'agences qui étaient sur le terrain en train d'exécuter à donner l'aide humanitaire, les ONG, les organisations internationales ont plié bagage. Et les poids se retrouvent maintenant au niveau des pays d'accueil. Le Burundi avait lancé l'appel, vous le savez, et au Burundi, à ces jours, en tout cas ça ne vient pas de moi, le HCR qui est là est témoin, la RDC se trouve être le premier donateur. Et c'est un devoir pour nous parce que ce sont nos compatriotes, quand bien même nous avons là dérogé à la règle. Car par principe, en droit humanitaire international, le pays d'origine n'intervient pas directement envers ses ressortissants quand ils ont le statut de réfugiés. Mais en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la première exception d'abord, comme je l'ai dit tantôt, les Congolais ne sont pas arrivés là-bas en Tanzanie ou au Burundi par le fait politique ou par les problèmes de misère et tout, c'est parce que nous, au pays ici, et eux, nos compatriotes qui sont allés ailleurs, nous sommes victimes de cette agression. Deuxième exception, c'est que lorsqu'il y a un appel qui est lancé comme ça par le pays d'accueil, les premiers à réagir naturellement, logiquement, c'est le pays d'origine, parce que ce sont nos fils et filles. Et moi-même, je suis très fier de mon gouvernement. Merci au chef de l'État, merci à la Première ministre pour cette émission-là. Mon rôle était d'aller apporter que l'aide humanitaire. Mais précédemment, son Excellence Madame la ministre de l'État aux Affaires étrangères a été partie pour le Burundi et régulièrement le vice-premier ministre à l'Intérieur a déjà participé à plusieurs réunions tripartites pour la gestion des réfugiés en Tanzanie et au Burundi. Il y a même eu un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le HCR ainsi que le Burundi pour déroger à la règle, comme je vous ai dit, les conventions internationales exigent pour que nous puissions avoir, nous les Congolais, la possibilité d'intervenir directement. C'est ce qui a été fait et l'aide humanitaire était là, constituée de vivres et de non-vivres. Nous avons fait pareil aussi en Tanzanie. Les chiffres en Tanzanie, c'est environ 87 000 Congolais. Il y a eu plusieurs vagues de Congolais. La dernière vague de Congolais en Tanzanie, c'est 9 800 et quelques. Là, on est dans l'arrondi à 10 000. Dans les 87 000, vous avez 50 000 enfants. 50 000 enfants, donc de 0 à moins de 18 ans. À notre présence d'ailleurs, il y a eu 28 naissances le même jour où nous sommes arrivés. Donc vous avez affaire à des Congolais qui sont en rupture scolaire, rupture d'éducation, qui vivent concentrés et la vie n'est pas normale. Et là-bas, il y a plusieurs vagues qui ont remonté depuis que les hostilités ont commencé en République démocratique du Congo, au vu de la proximité entre la Tanzanie et nous. De toutes les façons, Tanzanie, Burundi et la République démocratique du Congo, nous avons en commun le lac Tanganyika. Donc il y en a qui traversent par les lacs ou qui font la route jusqu'à parvenir. Il faut dire aussi que parmi eux, il y a des Congolais qui étaient en Ouganda, qui ont traversé soit au Burundi, soit en Tanzanie, avec un statut de réfugié déjà enregistré là-bas. Je crois que ça, c'est aussi des cas spécifiques. En Tanzanie comme au Burundi, nous sommes intervenus avec des dons, de l'aide humanitaire constituée aussi des vivres et des non-vivres. Il faut souligner que dans ces cas-là, essentiellement en Tanzanie, depuis plus de 30 ans, c'est la première fois qu'il y a une autorité congolaise du gouvernement qui arrive, ce qui est normal parce que les conventions internationales ne permettaient pas que le pays d'origine puisse intervenir directement. Voilà ce que je peux dire, sauf si nous rentions dans des questions spécifiques. Je crois que vous avez dit globalement ce que vous pouviez dire en guise d'introduction. Et donc, pour rappel, selon les conventions internationales, nos populations qui sont déplacées sont prises en charge par l'État qui les accueille. Et donc, même si
nous voulons intervenir, il s'agit des Congolais, nous ne pourrons intervenir que sur base justement de ce qui régit de ces textes-là, notamment en accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies qui traite des questions de réfugiés. Mais bien au-delà de ce que vous avez apporté comme assistance Madame la Ministre d'État, quel est l'état d'esprit des Congolais que vous avez trouvé? Ah oui, ça, je dois quand même noter que lorsque nous sommes arrivés au Burundi, c'était un moment de beaucoup d'émotions, parce qu'au-delà de leurs conditions, les Congolais vibrent au rythme de la République démocratique du Congo. Nous avons travaillé ensemble, on était très bien accompagnés par les officiels burundais et la représentante pays de HCR. Lorsque nous avons terminé à parler avec les compatriotes, en pleine cérémonie, eux-mêmes ont entonné l'hymne national. C'est la première fois de mon existence que je comprenne en fait les liens qu'il y a l'hymne national en dehors de son pays. Ils ont entonné en sanglots. Les hommes, les femmes, les enfants ont entonné l'hymne national en sanglots et c'était très difficile pour nous de retenir nos larmes. Parce que tous disaient deux choses. Première chose, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo comme préoccupation. La deuxième chose, retour au pays. D'ailleurs, il disait retour à la maison en République démocratique du Congo. Voilà. Et c'est la même chose aussi en Tanzanie. À côté de cette chanson, à côté de l'hymne national, il y a eu encore une autre chanson que j'avais entendue à l'école primaire moi-même. Et en 2002, lorsque nous étions aux négociations politiques intercongolaises à Sun City, notre pays sera toujours uni et il gardera toujours son unité. La chanson a été entonnée par les compatriotes eux-mêmes au Burundi. Évidemment, nous travaillons justement à recréer les conditions qui permettent à ces compatriotes de revenir très rapidement dans notre pays et nous saluons justement ces patriotismes et d'ailleurs c'est l'occasion de dire toute notre fierté pour tous les compatriotes qui vivent dans les parties du pays sous occupation parce que quotidiennement ils les démontrent par leur attitude de la résistance et de la résilience face à cette aventure rwandaise sans lendemain. Alors on va prendre la série de questions. On va commencer avec M. Pichou Moulumba qui sera suivi de M. Barik Bomatelo. Remercier le gouvernement burundais et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour la bonne gestion de cette situation-là. Moi aussi, comme c'était fait à mon absence, tout de suite quand j'ai appris ça, j'ai appelé les mêmes officiels, que ce soit au niveau des Nations Unies et au niveau du gouvernement burundais pour en savoir plus. Et c'était tout à fait normal, notre présence, la mission de la République démocratique du Congo a fait bouger les lignes, a mis à nu cette tragédie humaine et la responsabilité engagée du Rwanda et de leur supplétif M23, parce que les Congolais, comme je l'ai dit tantôt, n'ont pas fui la misère, n'ont pas fui la faim, n'ont pas fui des problèmes climatiques, mais plutôt à cause de ces conflits armés. Du coup, comme le monde entier en a parlé, en tout cas les deux dernières 48 heures ici, merci à tous les médias du monde, ils ont martelé dessus pour montrer comment est-ce que la population souffre par l'effet des comportements bellicistes du Rwanda et leurs supplétifs. Et surtout, la dernière vague, c'était pendant que l'accord de Washington était en train d'être signé, lorsque la population se sentait dans des conditions d'espoir de la paix qui sera revenue, et bien c'est à ce moment-là qu'il y a eu des bombardements. Beaucoup ont succombé d'ailleurs de leurs blessures. Et du coup, lorsque la population a exprimé les besoins de retourner au pays, parce qu'il faut aussi souligner que la plupart des compatriotes qui sont là, ce sont effectivement des responsables, des médecins, des enseignants, des hommes et des femmes d'affaires, des défenseurs des droits de l'homme, des responsables dans différents domaines qui se trouvent du jour au lendemain être déstabilisés, déracinés de leur milieu de vie. Alors leur souci étant de rentrer, alors le M23 a profité de ça
pour manipuler la population, lorsque même j'avais parlé de l'infiltration, pas infiltration des militaires ou de qui que ce soit, justement, ils ont pris un lien avec des compatriotes qui sont là-bas pour le manipuler et qu'ils aillent la nuit, nuitamment à 2 h du matin, dans les compartiments, les quartiers subdivisés, 78 quartiers du camp de Bousouma à Ruhigi, ils sont allés pire en langue locale, langue nationale de chez nous, leur dire, voilà, à Ouvira, il y a la paix, nous devons y aller, nous devons y aller. Donc c'est ça là, la stratégie éhontée de M23 qui écrit même au gouvernement, au chef de l'État burundais, qui écrit au secrétaire général des Nations Unies, comme qui dirait, oh, les compatriotes peuvent rentrer à Ouvira, il y a la paix. Mais ils sont venus comment? Est-ce que les Burundais sont allés les prendre ou le HCR? Ils sont allés là-bas parce qu'ils voulaient sauver leur peau, parce que vous êtes des terroristes. Donc voilà ce qui s'est passé en vrai, c'est ça la manipulation de la population, comme la population les trouve aussi dans les besoins des rentrées. Et heureusement pour nous, nous remercions encore le gouvernement burundais et ainsi que le HCR qui ont pu contenir la population, les aider. Nous sommes prêts, le gouvernement burundais est prêt. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle plusieurs fois. Je l'ai dit tantôt que le vice-premier ministre en charge, ministre de l'Intérieur, à qui revient la responsabilité de la gestion des réfugiés, a déjà participé plusieurs fois à des réunions tripartites. Nous avons un plan chronométré pour devoir le retour, pour avoir les retours des compatriotes, mais préalablement, il faut qu'il y ait la paix et la sécurité. On ne peut pas faire revenir les Congolais pour les mettre encore dans des situations difficiles. Non, ça, on ne peut pas. Ça serait non-assistance en personne en danger. Ça serait sacrifier nos compatriotes. Les annonces de médias, j'ai cru voir un courrier plutôt dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Ouvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Ouvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début. Et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation. Nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Ouvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimé clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Ouvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leur méthode, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence, pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Ouvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école.
Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud-Kivu, où on pille même des goudrons pour faire des infrastructures, ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs, au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens, parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu, et d'ailleurs, je crois que peut-être que dans les heures qui viennent, il y aura l'occasion de diffuser des images, comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Uvira, partout ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Voilà. Merci. Madame la ministre. Oui, avant l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo et après l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo, il y a une organisation. La première organisation, d'abord, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur de ces différents pays. C'est comme ça que nous avons trouvé les Hauts Commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puis, il y a une administration interne. Les réfugiés eux-mêmes ont un gouvernement. Ils ont un gouvernement qui est constitué des présidents, des conseillers, des chargés chargés des femmes, chargés des enfants et tout. Il y a des ONG nationales des droits de l'homme et humanitaires localement dans ces pays. Et aussi, de manière structurée, il y a des compartiments. Je vous ai parlé en termes de quartiers. On connaît quartier 1, quartier 2, quartier 3. Il y a même 1A et 2 selon que c'est un groupe de femmes, un groupe des enfants. Et il y a même les ONG qui encadrent spécifiquement les enfants par rapport aux loisirs. J'ai trouvé ça, j'ai apprécié. Il y a une ONG qui s'occupe des enfants, le jeu d'enfants on a mis pour détraumatiser les enfants, et la même chose pour l'accompagnement psychosocial des femmes, victimes de violences sexuelles. Donc l'heure de l'heure touche directement. J'ai un témoignage, on pourrait peut-être, j'aurais dû vous l'envoyer bien avant, j'avais déjà envoyé à la RTNC, où nous avions trouvé un groupe de 11 femmes qui étaient dans une situation très difficile, survivant des violences. Et lorsque nous avons présenté ça au HCR, parce qu'il y en a quand même 87, 86 000, eh bien, ces femmes, après nous, ont envoyé un témoignage pour dire chacune a été amenée à l'hôpital. Les Médecins Sans Frontières sont là, ils s'en ont occupé au camp de Boussouma. Chacune a reçu donc l'abri, et on leur a donné la nourriture et les habits. Donc, je vous dis, en termes d'organisation, moi-même, je m'en suis inspiré pour réajuster les tirs pour la gestion des déplacés internes. Voilà. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. D'abri, alimentation et soins médicaux. Et aussi, on leur adjoint, il y a des mamans du camp, spontanément, par souci maternel, les hommes et les femmes qui les encadrent aussi. Et il y a des femmes enceintes, il y a des personnes vivant avec handicap, des personnes de troisième âge, des malades et exceptionnellement aussi les survivantes des violences sexuelles, parce qu'il y en a légion. Voilà, merci. On va prendre M. Barrick et puis c'est... Être rassuré comme gouvernement sur les priorités opérationnelles du HCR pour assurer la protection de ces enfants non accompagnés. Au départ, il y a eu tension, notamment au camp des Boussou-Marouigi. Selon les... La représentante des UNHCR, Madame Brigitte, sortie du rapport de Human Rights Watch qui est évidemment
revenu sur ces cas. Mais ce qu'il faut savoir sur la problématique de réfugiés de manière générale, un peu comme je l'explique de manière régulière, au début de cette crise, le Rwanda prétextait nous attaquer pour 3 raisons. Il y a évidemment la fausse question sur les discours de haine, il y a la question sur les FDLR, et puis il y avait la question sur la problématique de réfugiés. Aujourd'hui, il existe un cadre tripartite RDC, Rwanda, HCR, qui a déjà, y compris, travaillé plus ou moins sur les nombres de réfugiés concernés, mais il faut savoir que la base du retour des réfugiés, elle est volontaire. Et ces processus, malheureusement, ne peut pas s'enclencher de manière d'ailleurs, ne peut pas s'enclencher tout simplement parce que ça tire. Donc, au-delà de tout ce qui doit être fait comme contrôle, mais les populations qui doivent retourner chez elles ne peuvent pas retourner dans des parties du pays qui sont encore sous des bombardements. Et donc, il y a une vigilance au niveau du gouvernement à propos, mais pour ce qui concerne spécifiquement la question de cette enquête, parce que la question relève plutôt du côté du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si la ministre a un petit commentaire, mais je crois que... Voilà. On va prendre la question en Swahili. Nous n'allons pas intervenir directement. Nous allons passer par des structures existantes conformément aux droits humanitaires. Il y a d'abord le pays hôte qui organise avec leurs médecins là-bas sur place, qui travaillent avec les structures de santé et que nous connaissons au niveau des organisations internationales ainsi que le HCR. Ça serait des dons de médicaments, ça serait le moyen que nous allons donner si un fiduciaire pour qu'on puisse organiser les conditions. Mais on a trouvé quand même du côté hôpital, les bébés qui naissent sont dans de bonnes conditions, bien couverts et tout, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie. Je vous ai dit en Tanzanie, à notre arrivée, la nuit du jour où nous sommes arrivés et les matins à leur visite, il y a eu 28 naissances. 28 naissances des filles et des garçons, des jumeaux même, des jumeaux. On a nommé les noms des différentes personnalités congolaises et qui vont devoir parrainer ces bébés. Nous avions fait aussi autant au Burundi. Bon, je me permets quand même de le dire pour reconnaître ce qui est fait par les pays hôtes et les HCR, malgré les conditions difficiles. Il y a la vie parfois, dans une certaine mesure, des réfugiés, les conditions d'abri, soins de santé, un peu de dons et tout ça. C'est quand même un peu plus abordable par rapport à même la communauté environnante. Nous avions même échangé avec le HCR pour dire, pour éviter parfois des petites tensions qui peuvent survenir avec les communautés locales qui les ont accueillis dans ces sites, il faudrait qu'il y ait des projets de développement qui intègrent ces communautés environnantes. Parce que ce soit au Burundi ou en Tanzanie, ils ont trouvé les populations qui sont là. Vous voyez, au camp des réfugiés, on met des forages d'eau, l'eau propre, etc. Mais de l'autre côté, ils s'approvisionnent vers la rivière. Et ils ne peuvent pas entrer dans les camps, ceux des camps ne peuvent pas aller là-bas. Entre-temps, ceux des camps ont besoin de s'approvisionner en légumes, en nourriture au niveau du village. Pour qu'il y ait cette bonne collaboration, nous avons réfléchi, la RDC aussi va s'impliquer pour qu'il y ait quand même la possibilité de faire des projets en commun. On recrute des gens qui sont tout autour pour venir travailler dans des sites et tout ça, gagnent quelque chose pour qu'ils accueillent bien ces réfugiés. Voilà. Voilà, merci. Nous prendrons une question. Le premier point de votre question, vous me l'apprenez. Peut-être qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a des informations plus approfondies. Je me rapprocherai de mon collègue, évidemment, s'il y a une action que nous devons faire pour nos compatriotes à travers les canaux respectifs, notamment ceux des affaires étrangères, nous pourrons voir comment intervenir. Pour le reste, sur le Kenya, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de revenir dessus. Ça ne vaut pas la peine de revenir parce que les Kenyans ne jouent pas pleinement le rôle qu'ils devraient jouer pour permettre notamment l'aboutissement du processus de Nairobi. Je ne voudrais pas revenir sur ces différents chapitres, mais nous considérons que les efforts en cours permettront d'atteindre les objectifs escomptés depuis plusieurs années qui permettent le retour de la paix dans l'Est de notre pays. On va prendre la dernière série de questions. Allez-y, s'il vous plaît, si vous avez les réponses. Les conditions ne sont vraiment pas trop réunies. Comme je vous dis, il y a plusieurs ONG qui ont fermé.
qui ont fermé parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus de moyens. Alors, c'est fait un peu à la sauvette parce qu'il y a un trop-plein de ces femmes victimes de violences sexuelles, y compris d'ailleurs des hommes, des cas aussi très graves. Donc ça aussi, il y a aussi des problèmes psychologiques, des traumatismes. Vous êtes en face d'une femme qui avait 6 enfants, 3 sont tués, et 4 sont tués et son mari, en sa présence, elle a fui avec 2 enfants. Vous êtes en face d'un monsieur, on a violé sa femme par des bâtons, on l'a transpercée pratiquement, la femme est morte, les enfants, la femme était enceinte, il avait 3 enfants, 2 sont morts et la femme, il reste avec un enfant. Alors quand cet enfant tombe malade, il y a tentative de suicide parce qu'il ne veut pas voir mourir cet enfant. Donc vous avez ces genres de cas. Donc ça reste deux points de vigilance sur lesquels évidemment vous allez continuer à travailler. Tout à fait. Monsieur Patrick Inunga. Mais sera oublié. Vous devez savoir que c'est une première. Je le répète, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la RDC va s'occuper de tous les réfugiés. Il faut quand même reconnaître que la première mission, nous l'avons effectuée humanitaire, en tout cas au Burundi et en Tanzanie. La seconde mission humanitaire aura lieu. Il n'y a pas que l'Ouganda, il y a la Zambie, il y a dans tous les autres pays. Le dossier est bien ficelé, fignolé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a la gestion des réfugiés. Chaque fois que le cas nous sera apporté à notre connaissance, nous allons organiser une enveloppe pour arriver sur place et travailler avec le pays hôte ainsi que le Haut Commissariat aux réfugiés. Voilà, on va prendre la... Par respect, parce que c'est quand même une aberration. De la manière dont nous sommes partis, je ne sais pas comment on peut transporter ces tonnes et des tonnes de vivres et de non-vivres. Je voudrais confirmer qu'il y a eu des accords, des protocoles d'accord que nous avons signés entre la République démocratique du Congo, le Burundi et le HCR. La même chose. La Tanzanie, nous nous sommes inspirés aussi de ces mêmes accords. On a fait mutatis mutandis, mais en tenant compte des spécificités. Et que le HCR a ses partenaires, des fournisseurs de ce genre de services traditionnels. On ne peut pas en sortir de là. Même si nous étions en train de payer directement au travers les factures pro forma qui nous étaient données suivant les besoins. Les besoins, par exemple, au Burundi, les besoins s'évaluent à 33 millions de dollars américains d'ici mois de mars, le 31 mars. La RDC a donné ce qu'il pouvait donner selon que c'est aligné des rubriques de vivre et de non-vivre et aussi des kits de dignité pour les femmes, pour les enfants, parce qu'il y a aussi la donne éducation qui est une donne prioritaire. Nous avons acheté localement. Et la même chose en Tanzanie, nous avons acheté localement. Mais je comprends ce qu'ils disent, parce qu'ils ont vu les sacs, les emballages estampillés République démocratique du Congo et les emballages estampillés Fondation de la première dame. Mais ça s'est fait, on imprime localement. Pourquoi nous voulons toujours que nos compatriotes reçoivent les dons ou c'est estampillé organisme XY, je ne vais pas les mettre à citer ici, pour éviter des incidents diplomatiques dont de XY pays ou de telle autre organisation internationale. Donc, voir que les emballages sont estampillés République démocratique du Congo renvoie à dire que nous avons fait un pont aérien du riz, du sucre, des haricots, des soja et des habits, des gîtes d'habits. Ce n'est pas possible, des médicaments, ce n'est pas possible. Nous avons tout acheté localement et je prends en témoin le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, je prends en témoin les différents pays, le Burundi et la Tanzanie. Et bien évidemment, en dehors de ce que vous avez vu en vivre, il y a eu une autre intervention du gouvernement dans le cadre du travail qui est fait par le HCR. Et comme la Mineta disait tout à l'heure, il y a donc un monitoring quotidien et permanent sur l'évolution de la situation. Ce sont nos compatriotes et nous n'allons pas nous dérober pour ce qui concerne notre responsabilité par rapport à l'appui, à la prise en charge dans les pays respectifs où ils se sont réfugiés. On va prendre la question de M. Eric Izani.
na bango esali ete kopesa